C'est la petite musique de la scène liquide. Je ne sais pas si elle fait du bien aux plantes, mais elle nous fait du bien à nous. Hein. On en reparlera avec Pedro de l'Égénodique. On va accueillir, c'est une triplette magnifique qu'on a ici pour parler de deux projets qui ont en fait rien à voir les uns avec l'un avec l'autre et en même temps qui ont tout à voir l'un avec l'autre. Je vous demande d'abord d'accueillir Constance Moreau-Luchière, qui est tout au bout là-bas à droite. Tu es responsable du projet EcoSpirit chez la maison du whisky. Exactement. Et à tes côtés, un duo, le duo de We Are Ona, qu'on connaît bien dans le monde de la gastronomie, parce que vous faites partie des bienfaiteurs événementiels du métier. Vous nous avez apporté plein de beaux projets, plein de beaux moments, plein de beaux événements. Donc Clara Cornet et Luca Bronzato à tes côtés. Vous êtes là parce que vous n'êtes pas là pour parler de We Are Ona, même si je vais un petit peu vous demander de nous redire tout ce que vous faites. Vous êtes tellement multicartes. Vous êtes là pour parler de ces canettes qui sont devant, Canetta, qu'on a sans doute tous vu chez pas mal de cavistes, qui ont été, je pense, les premières canettes, on va revenir là-dessus, mais les premières canettes de vin à être commercialisées. L'idée, c'est qu'on voudrait discuter ici avec vous deux, avec ces deux projets, de comment est-ce qu'on peut rendre un peu plus durables les contenants de nos boissons, que ce soit les spiritueux ou les vins, et peut-être aussi déconstruire quelques idées reçues sur le flacon et l'ivresse, en gros, qui est finalement... L'ivresse, on a bien compris, mais le flacon, on est un peu en retard. Je commence par Constance, si tu veux bien nous dire ce qu'est EcoSpirits, oui. Et pourquoi, et le lien avec la maison du whisky. On connaît la maison du whisky, on ne va pas refaire le profil de la maison du whisky, mais le EcoSpirits, c'est quoi et pourquoi et comment? Oui, alors... EcoSpirit, c'est de manière assez synthétique, en réalité, c'est rien de plus que ce que nos grands-parents et arrière-grands-parents avaient l'habitude de faire, c'est de la consignation du contenant. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, comment ça se passe exactement? En réalité, EcoSpirit, c'est une société singapourienne qui est née en 2018, qui est partie du principe que, notamment sur la scène café, hôtel, restaurant, bar à cocktail, on a besoin évidemment de volume en termes de spiritueux. C'est en général des bouteilles qui sont plutôt cachées au niveau des bars, voilà, pour que le bartender puisse l'utiliser. Donc le flacon en lui-même n'est pas forcément utile. C'est plutôt le liquide à l'intérieur. Et quand on regarde le prix en réalité d'une bouteille, le contenant coûte énormément. Et en plus de ça, 2018, alors ça a été accéléré évidemment avec la crise Covid et la crise sanitaire. On a eu de plus en plus de questions sur l'impact en tout cas de l'industrie ou de l'homme de manière générale évidemment sur la planète. Tout ça mis bout à bout, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait la possibilité, notamment pour des alcools de verse, des spiritueux de verse, de pouvoir en fait utiliser des contenants qui soient en fait consignés et réutilisables et qui soient en plus gros volume. De manière plus concrète, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les producteurs de spiritueux, au lieu d'envoyer directement le liquide déjà dans la bouteille de 70 cl, avec le très beau packaging, l'étiquette, etc., vont nous envoyer plutôt des formats 500 à 1000 litres, que nous, on va aller venir reconditionner dans ce qu'on a appelé des écototes. Alors, c'était un peu lourd, je suis désolé, j'ai pas pu l'apporter aujourd'hui. Mais globalement, c'est une Dame Jeanne de 4,5 litres qui est protégée par une coque en aluminium et en PVC recyclé et recyclable. Et c'est ce contenant-là qu'on va venir envoyer, en fait, enfin, distribuer en tout cas à nos partenaires cafés, hôtels, bars, restaurants, qu'ils vont utiliser. Une fois que c'est vide, on vient récupérer, on ramène dans notre entrepôt, on lave, on stérilise, on re-remplit et on a cette boucle vertueuse, en tout cas, de réutilisation du contenant qui est arrivé. Ce que j'ai juste pas précisé, c'est quel est le rôle de la maison du whisky là-dedans. Je parlais de Singapour et du coup, Singapour n'est pas en France. Donc j'ai une société singapourienne qui, à partir de 2020, a monté un système de franchise pour pouvoir venir s'implanter dans différents pays et sont venus voir du coup la maison du whisky en 2020 pour faire en sorte que la maison du whisky soit l'opérateur, le franchisé en tout cas, sur le territoire français de la technologie. Ça s'adresse uniquement aux professionnels ou il y a plusieurs gradations? Est-ce que moi, je peux venir avec ma bouteille de whisky me faire recharger? Pas encore. C'est pas l'idée. Alors, le but, c'est que nous, on a lancé le concept début 2021. Tout d'abord, uniquement à destination des cafés, hôtels, restaurants, donc vraiment B2B on-trade, pour pouvoir utiliser voilà, sur la scène cocktail, sur des brasseries, on va dire à gros volume, ce genre de choses. Donc, c'était vraiment uniquement complètement B2B on-trade. À partir de il y a 6 mois maintenant, on a essayé de développer également notre offre et de pouvoir aller non seulement s'intéresser à la partie café, hôtel, restaurant, mais également à la partie caviste.
Pourquoi? Puisque le but était non seulement d'aller un cran plus loin, de s'adresser au B2B, mais au B2B2C, donc vraiment aller toucher le consommateur final. Et donc là, on a développé une offre qui est différente de celle évidemment avec des produits différents de celle qu'on propose sur la partie café, hôtel, restaurant. Et le but, c'est que vous allez chez votre caviste, vous avez une offre de produits qui n'existe qu'exclusivement dans ce format-là. Ce sont des marques normalement que vous connaissez, enfin que le consommateur en tout cas du caviste connaît déjà, mais avec des produits, des références qui n'existent qu'en format écotote. Vous achetez pour la première fois, si vous n'avez pas de contenant en verre, votre bouteille vide, vous venez la remplir directement avec un dispositif qui est chez votre caviste qui permet d'avoir une verse qui va être très précise et automatisée. Vous collez votre petite étiquette, vous fermez le bouchon, on met le petit scellé, on va chez soi, on déguste seul ou accompagné, évidemment. En tout cas, on essaye de passer un très bon moment et on découvre le produit. Une fois que la bouteille est finie, on vient décoller l'étiquette, puisque ce sont des étiquettes qui ont été pensées pour être évidemment décollables et sans laisser de traces sur le verre. On ouvre le bouchon, évidemment, on passe la bouteille au lave-vaisselle, on rince le bouchon et on revient chez son caviste pour soit reprendre le même produit parce qu'on l'a trouvé absolument exceptionnel, soit en déguster d'autres, évidemment, puisqu'on a une offre, une gamme d'avoir plusieurs produits. Bon, tu l'as dit, finalement, tout ça, on n'a rien réinventé, ça existait déjà et en même temps, on a bien le sentiment, on va revenir dessus après avec Clara et Lucas, j'imagine qu'il y a aussi des résistances et que tout ça n'est pas en fait aussi facile que ça en a l'air. Mais je me tourne vers vous deux pour qu'on puisse aussi parler de Canetta. Je l'ai dit, We Are Ona, c'est votre activité, même pas principale, mais enfin quand même, c'est comme ça qu'on vous connaît. Et parmi tout ça, il y a eu Canetta qui est arrivé. Comment, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'êtes pas des vignerons et tout d'un coup, vous êtes dit on va faire du vin en canette. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Bien, merci pour l'invitation, Peyo. Avec plaisir. Moi, je suis sommelier de formation. J'ai toujours travaillé avec les vins, avec le service, d'où Yarona aussi. Et en fait, Clara, ma femme, était enceinte il y a quelques années et c'était le Covid. Donc, on était à la maison et je dégustais des vins. Je faisais des tutoriels de vin sur Instagram. Je me rendais compte de gâcher beaucoup de bouteilles. Il n'y avait pas vraiment d'offres de vins qualitatifs, sérieux, faits par des vigneronnes, des vignerons que j'aimais, voilà, que j'aimais représenter. Et on a commencé à s'intéresser à ce contenant hyper intéressant. Notre hôte associé, David Migueres, qui est le fondateur de Mezcal Brothers, et a aussi fondé Chilled, qui est une marque d'eau pétillante à base de CBD en canette. Et donc, on s'est intéressé à ce contenant pour pouvoir permettre de déguster des vins naturels, qualitatifs, dans des contenants qui étaient plus petits. Donc, un peu comment boire moins, mais mieux. Donc, on a eu la chance de tomber sur un moment parfait où Ardagh, un fabricant de canettes, avait créé cette canette de 18,7 centilitres qui fait exactement un verre et demi. Je ne sais pas si, comme vous me disiez, le vin en canette n'était pas vraiment très populaire en France, mais il n'y avait que des canettes de 25 centilitres ou 33 centilitres. Donc, ce qui fait quand même pas mal pour une personne ou même pour deux en fait. Nous, c'est des canettes de 18,7, donc qui représentent exactement un verre et demi. On a aussi un contenant ou un packaging qui fait qu'on arrive à servir 4 canettes dans une boîte. Ça fait exactement une bouteille. Et donc, on a la chance, avec un peu à votre image EcoSpirit, de pouvoir sélectionner des vignerons différents pour pouvoir avoir des expériences de dégustation à la maison et aussi à l'extérieur qui changent de cette dégustation en bouteille. Je pense que c'est assez complémentaire et pas en opposition avec la bouteille. Ça remplace pas. L'autre jour, j'étais chez un caviste qui a vos canettes et je lui disais c'est bien, c'est du vin d'urgence, c'est du emergency, au cas où c'est goupillé. Non, mais c'est effectivement pas pour remplacer. Comment est-ce que la sélection, comment le travail avec les vignerons, il faut aller les chercher, les convaincre, goûter, tout ça. Comment ça se passe? Non, mais c'était une super aventure. Alors moi, quand je suis d'origine catalane, mon père est italien, ma mère est catalane, et comme à Ona, ça veut dire vague en catalan, j'ai toujours une petite référence à la région de ma mère. Et on a sélectionné la première année. Maintenant, la gamme est un peu plus complète et plus large. On a sélectionné des vins de Catalogne, donc Catalogne française et Catalogne espagnole, des personnes avec qui on travaillait, des artisans avec qui on travaillait depuis quelques années. Et c'est vrai qu'il a fallu les convaincre. Et en fait, les convaincre, c'était d'abord parce que nous, c'était vraiment de l'expérimentation. On n'avait jamais mis du vin en canette. On appelle ça d'ailleurs embouteillé en canette.
Et en fait, ils ont suivi l'aventure, ils nous ont soutenus et on s'est rendu compte que la canette est un contenant assez incroyable. C'est comme une petite cuve. Si, voilà, si les personnes sont un peu plus, s'ils s'intéressent à la vinification, généralement on vinifie du vin dans des cuves en inox, dans du béton, qui sont des moyens de garder beaucoup de fraîcheur, parce que beaucoup de fraîcheur, d'acidité, ce qui sont souvent utilisés pour des vins jeunes, mais pas que. Et la canette, c'est un peu ça, parce que c'est très réducteur, comme le béton ou l'inox, et ça va nous permettre de passer le vin d'une cuve, une grande cuve, à une toute petite cuve, qui au contraire est vraiment là pour le coup en opposition à la bouteille avec un bouchon, va vraiment ne pas permettre au vin de travailler avec l'oxygène. Donc ça a tendance à réduire au fil des années plutôt qu'à évoluer comme une bouteille et à grandir avec l'âge. En même temps, c'est un bon moyen de conservation, surtout sur des vins nature qui sont vivants, ils sont protégés de la lumière. Enfin, il y a des avantages. On va revenir là-dessus. Il y a une chose sur laquelle je voudrais bien vous interroger, parce que comme toujours avec We Arona, bien sûr, il y a l'idée, mais il y a aussi la mise en œuvre, la réalisation que vous avez faite jusque dans les moindres détails, avec le visuel, le travail, les couleurs. Comment vous avez travaillé sur ça? C'est toi, Clara, qui répond là-dessus, je crois. Ce logo, c'est l'idée, le nom, tout ça. On a travaillé justement sur le logo en s'inspirant de la ville de Nice, de toutes ses façades. On était très dans une palette de couleurs méditerranéennes et on a fait appel à un duo extrêmement talentueux qui s'appelle Odds, qui travaille aussi régulièrement avec la restauration. On a trouvé ce nom Canetta parce qu'on voulait vraiment marquer le coup et vraiment parler de ce contenant sur lequel on est très attaché justement pour un peu repenser cette consommation du vin. Et en travaillant avec Odd, voilà, on a développé tout ce packaging qui est inspiré un peu du rond des parasols de la ville de Nice. On a une boîte maintenant de 4 qui peut être comme une boîte cadeau qui contient exactement 4 canettes et qui fait exactement la même taille qu'une bouteille. Donc l'idée, c'est aussi pour nos partenaires de pouvoir vendre à l'emporte, que ce soit dans des caves au frais ou bien dans des épiceries, justement comme des boîtes dans l'épicerie sec, directement comme une boîte cadeau. Oui, c'est pas nécessaire. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on sort aussi un petit peu le vin de chez le caviste, que ça devient un produit de consommation différent, avec aussi cette idée qu'il y a moins la culpabilité de repartir avec un gros kill de rouge sous le bras. On part avec une petite canette, ça va, on est OK. Oui, et il puis y a aussi ça. Intéressant, parce que c'est vrai que notre premier marché, ça a été les États-Unis tout de suite, très vite, qui est un marché vraiment très concentré sur la consommation à emporter. Et aujourd'hui, la Californie, de loin, est notre premier marché qui drive un pourcentage très important des ventes de Canetta, notamment parce que voilà, ils ont vraiment cette culture de pouvoir boire dans des petits formats, de façon aussi assez responsable. Et on a commencé l'aventure en étant exporté et distribué et vendu par le grand magasin Erewhon en Californie, qui nous a vraiment permis de lancer l'aventure. À l'époque, on n'avait que du vin orange. Et ensuite, on a pu développer la gamme sourcée par Lucas sur du rouge et du rosé. Donc là, aujourd'hui, on en voit 3 ici. Il y en a plus. Combien il y a de références au total? Alors, comme historiquement, je veux dire, voilà, depuis le début, on fait pas mal de vins de macération. Au début, on avait édité 4 vins de macération. Donc là, on a emmené d'ailleurs la première canette de la premier Malvasia qu'on a fait avec Francesc Boronat en Catalogne. Donc on a aujourd'hui dans la nouvelle gamme de 2022, on a le 2023 qui sort dans quelques semaines. 2022, c'est 2 oranges, un blanc, un rouge et un rosé. Donc un blanc d'un superbe domaine en Espagne, Recaredo. Donc voilà, le domaine qui a inventé la cava et qui a vraiment poussé la biodynamie en Espagne. En l'occurrence, c'est un vin clair avec les mêmes cépages de la cava, Macabeo, Perelada et Charello. On a un vin rouge d'Amos Bañeres, grand vigneron que les amateurs de vin naturel adorent, sur un Tempranillo. 2 oranges Asia et en cartoucha de chez Francesc Boronat. Et notre dernier, notre petit nouveau, qui est un rosé du grand domaine Fonduc-Praduc à Ramatuelle. Un rosé de presse magnifique de Grenache. Donc on est très content de faire entrer en gamme un premier vin français. Je l'évoquais tout à l'heure, les résistances avec toi, Constance, et je veux bien vous solliciter tous les 3 sur ça.
est-ce que c'est difficile? La canette, on se dit oulala, j'entends déjà, j'entends déjà les cris et les d'orfraie. Recharger des bouteilles et tout ça. Est-ce qu'il y a un choc culturel, quoi? Est-ce qu'il y a une résistance, un non ou... Je pense que la résistance au choc culturel a été beaucoup moins fort, en tout cas chez nous, que le vin en canette, à mon avis, en France. Mais je laisserai parler évidemment Canetta sur le sujet. Nous, on a eu différents types de résistance à différents moments du projet, on va dire. Le premier, c'est assez évident. On a lancé le projet en 2021. 2021, ça nous paraît assez loin, mais c'était pleine crise Covid. La totalité des cafés, hôtels, restaurants étaient encore fermés. Et il a fallu convaincre des marques de switcher leur mode de production, ou en tout cas de scinder leur mode de production et d'aller également nous suivre sur un projet qui s'adressait uniquement aux cafés, hôtels, restaurants pour aller faire du vrac de spiritueux premium avec de la consigne. Globalement, la préoccupation première à l'époque à la fois des fournisseurs de spiritueux et évidemment des clients hôtels, cafés, restaurants, bars à cocktails, c'était plutôt bon, mon entreprise a été fermée pendant 10 mois sur 12, j'ai un business à les faire tourner, comment je vais faire pour m'en sortir dans les prochains mois quand un jour, on espère, ça va réouvrir. Donc on était plutôt sur des questions en fait, d'optimisation économique, évidemment, d'optimisation de coûts, que sur des questions d'éco-responsabilité. En tout cas, ça passait plutôt en second plan. On a quand même la chance d'avoir des partenariats au sein de la maison de whisky très forts avec des marques qui nous ont suivis sur le projet et qui nous ont permis de suite en fait, de pouvoir aller voir ces fameux cafés, hôtels, bars, restaurants avec une gamme de produits forts qu'ils connaissaient et qu'ils utilisaient en verse. Donc évidemment, ça rajoute un peu de légitimité en tout cas et de puissance au projet. Et ensuite, au niveau des clients, là où il a fallu faire le plus d'éducation, c'est en fait, la simplicité le système de consignation qui nécessite du coup de leur part qu'ils gardent le contenant dans son intégrité et qu'ils prévoient à un moment donné le passage d'un autre, qu'ils nous appellent pour prévoir le passage d'un autre camion pour pouvoir récupérer ce contenant. Au final, cette étape supplémentaire, ce process supplémentaire était beaucoup plus facile à gérer qu'en réalité de devoir mettre à la poubelle vert les tonnes de bouteilles justement vides, enfin tonnes peut-être pas, mais en tout cas beaucoup de bouteilles vides qu'ils ont tous les soirs et qui leur demandent en fait de la manutention de je reprends ma bouteille, je la remets dans la caisse, je vais l'acheter dans la poubelle, il faut que j'appelle la mairie parce que j'ai qu'une poubelle en verre et en fait il m'en faut 2, il m'en faut 3 parce que j'ai beaucoup d'activités, etc. Donc voilà, il a fallu faire de l'éducation sur la simplicité du process par rapport en fait aux étapes qu'ils faisaient actuellement. Et qu'ils continuent de faire, puisque l'intégralité en réalité de leur gamme n'est pas en EcoSpirit. Donc il faut qu'ils gèrent les deux en parallèle. Il y a un point commun entre vous, c'est que EcoSpirit, c'est un projet international, donc oui, avec des différences sur les marchés locaux. Et vous aussi, tu le disais, allez, on va le voir, mais est-ce que finalement, la France, c'est pas le pire marché pour faire changer les mentalités? Parce que les Français, on est toujours un petit peu attachés à certaines traditions. Je ne sais pas qui veut répondre là-dessus, mais sur les canettes, puisque les Californiens, je me dis bien que oui, mais en France, qu'est-ce qu'on vous a dit quand vous êtes arrivé avec des canettes de vin? Moi, je dirais que j'ai plutôt du respect pour les consommateurs et au contraire, tout ce qui est challengeant ou qui est un peu disruptif, généralement crée une conversation. Et je ne pense pas qu'on a mal été accueillis. On a, dès le début, on a une superbe collaboration, partenariat avec Septime, Tapisserie, on a même été au Péri, on est chez Lafayette Gourmet, des partenaires qui nous ont fait confiance. Et au contraire, je pense qu'on a eu la chance chez Canetta d'intégrer directement ce marché des vins naturels parce qu'on vient de là. Moi, j'ai travaillé depuis plus d'une dizaine d'années là-dedans. Et en fait, c'est sympa parce que ça crée de la conversation. Ça veut dire que oui, ce n'est pas notre plus gros marché parce qu'il faut, je pense, établir des habitudes de consommation. Les UK, les États-Unis avaient cette habitude de consommation de canettes avec des vins plutôt de basse qualité. Aujourd'hui, c'est intéressant là-bas. Ils se rendent compte qu'on peut mettre du vin d'incroyable qualité en canette. Je pense que c'est plus des habitudes de consommation. C'est vrai qu'il y a un côté un peu plus traditionnel sur certains marchés, surtout sur les marchés latins. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a envie d'aller manger un burger et pas forcément boire une bière avec, aller pique-niquer, aller marcher dans les montagnes, au cinéma. Il y a plein de façons de voir. Quand on voyage beaucoup, je sais pas, dans un minibar, c'est assez intéressant de pouvoir se permettre de boire du vin
et avoir la possibilité de boire du bon vin. Voilà. Puis avec cette idée, effectivement, qu'on n'est pas obligé immédiatement de partir sur une bouteille ça. qu'on va se sentir obligé de finir. Ou pas, ou qu'on va acheter. Bon. Mais le fait que le marché français il soit un petit peu différent, quand je l'entends comme ça, et c'est pareil pour EcoSpirits, dans le fond, la clé, c'est ça sert à rien de forcer les gens, ça sert à rien de mettre des coups de pied dans la fourmilière, il faut convaincre et tout simplement, il faut proposer, c'est ça? Clara, tu as envie de répondre là-dessus? Je dirais que ce qui a été le plus intéressant pour nous dans l'aventure Canetta, ça a été d'attendre. C'est-à-dire qu'on a eu vraiment des points de vente qui ont été les premiers à se positionner, qui étaient très précurseurs, très disruptifs, qui avaient envie de faire partie de cette aventure. Et il y a des points de vente qui, 12 mois après, ont senti justement ce shift dans les méthodes de consommation, qui ont commencé à avoir de la demande de leurs clients. Ah, vous faites du vin en canette, on part en pique-nique, on va dans un parc. En fait, nous, la proposition de vin en canette, c'était aussi de proposer du vin de très bonne qualité, là où il n'est pas nécessairement présent. Donc par exemple, pour aller boire dans les calanques à Marseille, pour retrouver du vin nature de très bonne qualité dans les mini-bars de certains hôtels. Là, aujourd'hui, on commence à développer le travel aussi. L'idée, c'est de pouvoir justement proposer là où peut-être que c'est la bière ou même les mini de champagne qui avaient cette place-là. Mais par exemple, un de nos très gros business aussi sont les événements. On a beaucoup d'événements avec Canetta qui nous achètent en gros du stock là où justement c'était plutôt du champagne au verre ou bien de la bière qui était présente dans des ouvertures, dans des galeries. Donc en fait, je dirais que tout vient à point qu'il faut attendre. Ouais. Et la philosophie sur EcoSpirits était assez similaire. C'est un projet qui est une vraie conviction de la part de la maison de whisky. Il y a, évidemment, on est une société, donc il faut quand même qu'il y ait de la rentabilisation à un moment donné. On va pas des choses complètement gratuitement, mais c'était une vraie conviction et du coup, on s'est laissé le temps de vraiment faire l'éducation du projet, l'éducation de la technologie pour aller convaincre en fait nos clients de changer en fait leurs habitudes de consommation. Alors nous, on s'adressait directement à des clients B2B, en tout cas dans un premier temps, et pas forcément de suite de se dire bon bah en fait si dans les 3 premiers mois j'ai pas convaincu et switché 90% de mes clients, bon bah le projet sera mort. On a vraiment commencé, c'est pour ça qu'on a aussi commencé uniquement sur la région parisienne, puisque notre entrepôt est en région parisienne, donc on voulait s'assurer en fait qu'on avait vraiment ce lien de proximité directe, à la fois également en termes de supply et de transport, de faire de l'éducation et d'aller petit à petit. On a eu la chance également d'avoir des grands noms qui nous ont suivis assez rapidement. On a Margot Le Carpentier du Combat, qui est aussi précurseuse sur la scène cocktail de cet événement, de ces notions d'éco-responsabilité. On a le Crillon également, on a l'expérimental, donc on a vraiment des gros noms qui nous ont suivis dès le début et qui ont permis de faire ce bouche à oreille en tout cas et de faire en sorte que des gens qui étaient peut-être un peu moins convaincus ou en tout cas un peu plus frileux en se disant bon bah je rouvre, j'ai déjà envie de faire en sorte que mon bar fonctionne et de ne pas mettre la clé sous la porte dans 6 mois avant de se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc ouais, la philosophie, je pense, est assez similaire. C'était de se laisser le temps, en tout cas, de pouvoir transmettre en tout cas notre conviction que c'était une pierre à l'édifice à apporter, en tout cas, dans ces modes de consommation un peu plus éco-responsables. Alors nous, on n'est pas sur le vin, on est sur la partie spiritueux même premium, puisque la gamme maison de whisky est plutôt sur des spiritueux premium. Mais en tout cas, c'était se laisser le temps de convaincre, en tout cas, de cette notion d'éco-responsabilité sur lesquelles on ne peut plus passer maintenant à travers, en tout cas en 2024 et encore moins dans les années à venir. Alors on se donne rendez-vous à la maison du whisky avec nos bouteilles. On se donne rendez-vous partout. Alors j'ai même envie de dire, on se donne rendez-vous au Whisky Live dans 3 semaines, qui est le grand événement organisé par la maison du whisky sur toute la partie spiritueux et sur lequel on a toujours un stand EcoSpirits qui sera sur la Cocktail Street et avec des nouveaux produits. Okay. Je n'en dis pas plus. Et ce sera où? C'est à la Villette, à la grande halle de la Villette, là où il y avait le Club France il y a encore pas tant. Un bien bel endroit. Alors rendez-vous là-bas, rendez-vous partout avec Luca Pronzato, avec Clara Cornet. Merci Constance Luchère de EcoSpirits, de la maison du whisky. Merci à tous les 3 d'être venus. Merci. Il y a des trains. Allons prendre des trains. On se retrouve dans 5 minutes, en 10 minutes avec Fabien Margelière de la brasserie Tête Haute. C'est une brasserie qui soutient les gens en difficulté dans le travail et socialement. C'est une très belle histoire. Venez écouter ça. Merci à tous les 3. À très bientôt. Merci, au revoir.